Merci de vous joindre à nous. Interdiction annoncée des véhicules de transport en commun la nuit. Les chauffeurs désignent et se défendent d'être les seuls responsables des nombreux accidents de la route. Ils demandent au gouvernement de revoir sa stratégie s'il veut mettre un terme aux nombreux morts enregistrés sur la route. C'est un reportage de Mamo Gassama. Face à la recrudescence des accidents de la circulation qui causent beaucoup de pertes en vies humaines, le ministre des Transports a pris des mesures parmi lesquelles l'interdiction des transports en commun de voyager la nuit. Une décision non saluée par les chauffeurs rencontrés au garage Bignona. Moi, à mon avis, c'est que les voitures circulent à toutes les heures. Me voilà conducteur et je travaille très souvent la nuit. Imaginez au cas où je mettais en circulation mon véhicule le jour. Conjuguer un nombre de véhicules qui circulent le jour, mais il y aurait plus de... Moi, en tant que responsable qui fait la ligne Dakar-Ziguinchor, laissez-nous l'heure dont nous quittons, c'est-à-dire à partir de 19h, les 4 qui quittent ici, arrêt en Gambie, traverser, essayer de traverser le premier ou deuxième bac, 30 à Ziguinchor à 9h, 10h, plus tard midi. Mais si vous nous interdisez ici, par exemple, de quitter la nuit, tu vas en Gambie, le bac est tombé en panne. Que vas-tu faire? Ça ne nous arrange pas. Les acteurs du transport n'ont pas été associés à l'appui de cette proposition-là. En ce sens que les questions des accidents au Sénégal, que tout le monde déplore, la question n'est pas liée tellement à l'ouverture et à la fermeture des heures de la gare routière. Pour la bonne et simple raison que nous considérons qu'il y a certains endroits au Sénégal, avec les infrastructures que nous avions, avec les véhicules que nous avions, certainement les gens ont plutôt avantage, en tout cas, de faire le voyage de la nuit. Je vous donne l'exemple seulement de la Casamance. Si on ouvre les gares routières ici à 7h du matin ou 8 ou 6h, il y a la traversée de la Gambie. En passant par Tambacounda, il y a le barrage militaire, il y a le barrage de la gendarmerie de Mandadouane à 19h. En passant par la Gambie, il y a le barrage de Carrefour Diarmé. Et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que les passagers risquent de passer la nuit avec les véhicules. Vous imaginez, il y a 5 ou 10 véhicules avec 72 personnes qui viennent passer la nuit à la Belle Étoile. Selon eux, pour lutter contre les accidents, les autorités doivent accentuer leur combat dans d'autres domaines. Le gouvernement n'a qu'à revoir les écoles d'auto-école qui livrent les permis à tort à travers. Celui qui ne sait pas conduire, mais c'est parce qu'il a son argent. C'est ce qu'il faut revoir. Aujourd'hui, nous avons les mêmes infrastructures routières, des indépendances à nos jours, mais on aurait besoin, compte tenu de l'accroissement des véhicules au Sénégal, d'avoir au moins 2 ou 3 voies. C'est la solution. Fixer une heure pour l'ouverture et la fermeture des garages n'est pas la meilleure solution pour lutter ou réduire les accidents, d'après la majeure partie des transporteurs rencontrés. Ainsi, ils exhortent le gouvernement de leur apporter un appui conséquent, d'élargir les routes et de bien revoir les causes des accidents. Je vous le disais en titre, les agents de l'opérateur de téléphonie Expresso sont très remontés contre leur employeur en sit-in ce mercredi. Ils ont déploré des pratiques arbitraires dans leur entreprise, mais aussi des licenciements abusifs. Ils menacent d'ailleurs d'aller en grève si la direction générale ne change pas son système de management. Fatou Kamara, leur porte-parole, est au micro de Khadisila. Nous pouvons aujourd'hui vous faire part des grands problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ici à Expresso, tout le personnel sénégalais, depuis l'arrivée du nouveau top management en janvier 2015. Effectivement, chez Expresso Sénégal, la création d'un syndicat est assimilée à un acte de guerre de la part de la direction générale. La création de ce syndicat a vraiment rendu fou de colère notre direction générale, qui, lorsqu'elle en a été informée, chers invités, lorsqu'elle en a été informée pour qu'on puisse enfin se réunir et instaurer un cadre de dialogue, sa première réponse a été le licenciement immédiat de 2 de nos camarades du bureau. On a été vraiment menacés, on a reçu des intimidations, on a également reçu des persécutions, des demandes d'explication, une pluie de demandes d'explication. Tous les moyens vils possibles que vous pouvez imaginer ont été utilisés afin de nous décourager et de nous pousser à la démission. On a besoin que les autorités aujourd'hui viennent et parlent à notre top management pour leur demander de quel droit ils pensent pouvoir aujourd'hui violer les lois de notre pays et par ricochet notre constitution. Aujourd'hui, il y a un plan d'action qui a été mis en place.
Nous avons ceux qui se battent pour la justice et qui sont terrorisés tous les jours, et ceux qui ont tout simplement décidé d'adopter une attitude politique par instinct de survie. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, on dit non à ce type de management féodal, à ce type de management sauvage. Trop, c'est trop, et on demande que justice soit faite. Parlons politique. Le dialogue entre le pouvoir et l'opposition auquel appelle le ministre de l'Intérieur n'a aucune chance d'aboutir. C'est du moins la conviction de l'analyste Ludovic Rosner. Pour lui, ce dialogue n'est pas sincère et symbolise le manque de confiance entre acteurs politiques. Nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Diouf. Le pouvoir a joué son rôle en invitant les partis politiques au dialogue. Maintenant, cet appel est-il sincère? Nous posons la question parce que, au regard des circonstances du moment, on pense qu'il ne peut pas y avoir de dialogue serein. Parce que les grands partis d'opposition, aujourd'hui coalition d'opposition, ont leur leader en prison. Karim Wade est exilé, Khalifa Sall est en prison. Est-ce un contexte favorable pour dialoguer? Je crois que le pouvoir lui-même sait que les gens ne viendront pas. Il n'y a pas de thème autour de l'appel du ministre Ali Mouyaï parce que on peut déjà discuter sans thème. Hein. Il est possible que les gens disent, écoutez, nous partageons le même pays, nous avons intérêt à discuter et nous avons besoin de l'opinion de tous les Sénégalais, y compris l'opposition. Donc ce n'est pas mauvais que même sans thème, les gens s'asseyent et discutent sur l'intérêt du Sénégal. Et nous avons toujours pensé que le président Macky Sall a intérêt à appeler le président Abdoulaye Wade pour discuter et profiter de son expérience dans la gestion du pouvoir. Dans ces conditions-là, les gens ne peuvent pas aller à un dialogue avec un pouvoir dont le chef a dit lui-même qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. En tout cas, pas aujourd'hui. La preuve, c'est que l'opposition a dit non. Ils ont dit qu'ils n'iront pas au dialogue. Et ça, c'est sans surprise, parce que le contexte n'est pas favorable à un dialogue. Le comportement du pouvoir est un comportement belliqueux qui n'est pas favorable au dialogue. Et vraiment, on doit trouver une solution. Au moment où le Conseil national de concertation des ruraux sonne l'alerte sur les risques de crise alimentaire dans le monde rural, les centres urbains ne sont guère mieux lotis malgré les chiffres sur la croissance économique dans certains quartiers de Dakar. Il est difficile d'assurer les 3 repas quotidiens. Abdou Khoudous Diallo. Difficile de conforter la croissance économique du Sénégal annoncée ça et là quand on s'interroge sur le quotidien des Sénégalais. Pour assumer les 3 repas, c'est un peu difficile ici à Dakar, hein, parce que nous sommes là, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent acheter des fondés et de tout ça pour faire le dîner. Du monde rural, que si l'hivernage n'est pas bonne là-bas, ça risque de se répercuter sur la ville à Dakar. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à assurer les 3 repas en raison de la cherté de la vie. S'assurer des 3 repas semble devenir le vieux souvenir des temps glorieux chez certains. Certaines familles au niveau de Dakar ont des difficultés de se ravitailler. Parce que ici il y a beaucoup de gens, tu rentres dans une famille, s'ils sont 10 ou 20 personnes, il y a un seul qui travaille, ou des fois même pas, il n'y en a même pas. Alors, ceux qui arrivent à faire la cuisine midi, le soir, bon, les gens mangent dans la rue, hein, dans les gargotes et tout ça. La croissance qu'on parle ici, moi, je n'arrive pas à trouver ça chez moi. Quand une crise alimentaire est à redouter dans le monde rural, dans le milieu urbain interdépendant, l'on peine déjà à joindre les 2 bouts. Pourtant, une autosuffisance alimentaire en riz avait été annoncée pour 2017 par le pouvoir en place et à l'arrivée, c'est un risque de crise alimentaire aussi bien dans le monde rural qu'au milieu urbain. Abdou Khoudous Diallo rappelle à Dieu du Khalife de Léona Niassène. Le président du groupe des médias était ce mercredi dans les locaux de Walfadjri pour présenter ses condoléances à Sidi Lamine Niasse, occasion saisie par Bougane Gueye Dany pour rendre hommage au PDG du groupe Walfadjri qui, selon lui, a toujours fait confiance aux jeunes. Voici Bougane Gueye Dany au micro de Khokhandong. Alors, je suis venu présenter mes condoléances au président Sidi Lamine Niasse
suite à la disparition de Serigne Ibrahima Niass. Sidi Lamine qui fait partie de cette famille, donc normal que je sois là pour présenter mes condoléances. Je suis chez moi. Je fais partie des premiers éléments du groupe Walfadjri. J'ai fait mes premiers pas, donc je suis venu présenter mes condoléances à un guide, à un maître, qui a été le premier, en tout cas l'un des premiers à nous faire confiance. Et il nous a permis de faire un travail extraordinaire dans la presse sénégalaise. Donc je suis chez moi et c'est un plaisir de le retrouver. Je n'aurais pas voulu que ce soit dans ces circonstances, mais ce qui est clair, c'est que depuis que j'ai quitté, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. D'ailleurs, quand ce bâtiment venait d'être terminé, il m'a fait l'honneur de m'inviter à visiter les locaux. Donc c'est dire que Walfadjri reste une école, parce que nous sommes tous passés par là, et la presse sénégalaise doit beaucoup à Sidi Lamine, qui a fait confiance à plusieurs jeunes. On était très jeunes, je me rappelle quand Abdou Diouf demandait à voir l'équipe de Walfadjri, quand on est allé là-bas, on nous a présenté au président de la République, et il a dit « Ah, ce sont ces jeunes alors qui sont à Walfadjri ». Donc c'est dire que le président a toujours fait confiance à la jeunesse, et je vous exhorte, vous également, personnel du groupe Walfadjri, de continuer sur ce chemin et de toujours faire honneur à la presse sénégalaise. À la suite de Bougane Gueye Dany, d'autres personnalités sont attendues ce jeudi dans les locaux de Walfadjri pour présenter leurs condoléances. Parmi elles, l'ancien président Abdoulaye Wade. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Issa Tine. En République démocratique du Congo, la chute d'un camion dans une rivière a entraîné la mort d'au moins 15 personnes dans le nord-est du pays. 4 personnes ont été également blessées dans la chute de ce camion sur la route nationale près d'Izoro alors qu'il revenait d'un marché, a déclaré Jean-Pierre Kisanga, gouverneur de la province. Le camion transportait plus de 60 personnes. Robert Mugabe affirme être détenu. L'Afrique du Sud a dépêché 2 envoyés spéciaux. L'armée a placé ce mardi le président Robert Mugabe en résidence surveillée et pris le contrôle de la capitale Harare lors d'une opération visant selon elle les criminels qui entourent le vieux dirigeant en exercice au monde âgé de 93 ans. L'armée a également pris le contrôle du Parlement et de la télévision. Des arrestations ont eu lieu, notamment celle du ministre des Finances. Isabel dos Santos, la fille aînée de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, a été limogée de la présidence de la compagnie pétrolière nationale. Le président angolais Joao Lourenço a décidé de relever de leurs fonctions les membres du conseil d'administration de la Sonangol. En sport, les portes de Russie 2018 s'ouvrent définitivement aux Lions du Sénégal. Ils ont battu les Bafana Bafana ce mardi au stade Léopold Sédar Senghor. Une victoire 2-1 qui a tardé à se dessiner, mais qui permet au poulain de Aliou Cissé de prendre 14 points sur 18 possibles. Nafia Marfal. Place maintenant à la revue de la presse africaine, une présentation de Safiatou Cissé. Bonsoir. Parlons de l'affaire Zimbabwe avec Jeune Afrique qui annonce à sa une l'arrestation de Robert Mugabe détenu. Selon la présidence sud-africaine, la situation évolue très rapidement au Zimbabwe. Robert Mugabe a affirmé à son homologue sud-africain être détenu tandis que l'armée zimbabwéenne a pris le contrôle des points névralgiques de la capitale, d'après le site qui revient également sur ce qu'il faut savoir des événements dans ce pays. Selon toujours le site,
cite, la confusion régnait ce mercredi matin. Dans la nuit, des officiers de l'armée ont annoncé être intervenus pour éliminer des criminels proches du président de la République, Robert Mugabe. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud se dit contre un changement de régime inconstitutionnel au Zimbabwe, informe de son côté IZF. Nos confrères de préciser que le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit très préoccupé par la situation qui prévaut chez son voisin. Il a appelé au calme et à la retenue tout en exprimant l'espoir que les développements au Zimbabwe n'amènent pas un changement inconstitutionnel de gouvernement, a déclaré la présidente sud-africaine dans un communiqué. Le président Jacob Zuma a également exhorté les autorités et l'armée du pays à résoudre amicalement l'impasse politique actuelle et prié les forces de défense zimbabwéennes de faire en sorte que la paix et la sécurité dans le pays ne soient pas compromises. Poursuivons avec le dialogue inter-togolais. La potion ghanéenne produira-t-elle les effets escomptés, s'interroge l'observateur Palga. Après les marches et les contre-marches, les meetings et les contre-meetings, les courses-poursuites contre militants de l'opposition et le tabassage d'éléments des forces de l'ordre par des manifestants, les protagonistes de la crise togolaise vont-ils finir par s'asseoir autour de la même table, s'interroge également le site. Les journalistes burkinabés d'expliquer qu'après plusieurs semaines de bras de fer et de bravades qui se sont soldées par des pertes en vies humaines, de nombreux dégâts matériels sans compter les effets désastreux de ces chaudes journées sur une économie déjà mal en point, leur semble être à la recherche d'une solution négociée. En effet, ils soutiennent qu'un dialogue a été entamé hier mardi 14 novembre 2017 avec l'arrivée à Lomé d'une délégation ghanéenne conduite par le ministre de la Sécurité, missionné par le président lui-même, mandaté par ses pairs de la CEDEAO. Ces missi dominici ont échangé avec les représentants de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise. Ils devraient en faire de même avec la majorité présidentielle de la société civile, conclut la rédaction du dit site. Restons avec le site burkinabé qui parle également d'exploitation sexuelle et de proxénétisme avec des adolescentes venues du Nigeria. Triste réalité que celle vécue depuis des mois par ces jeunes filles en provenance d'un pays du continent, contraintes qu'elles étaient de livrer leur corps à tout ce qui venait à elles pour satisfaire leur libido, moyennant bien sûr de l'argent. Selon nos confrères, le hic est que le fruit de leur travail ne profitait qu'à ces dames qui les auraient convoyées au Burkina pour ensuite les installer sur des sites aurifères dans la région ouest. Une exploitation sexuelle dans des conditions exécrables ayant même entraîné des décès. C'est l'autre sujet abordé par le commissaire Galbané au cours d'un point de presse. Terminons avec Maliweb qui rapporte que Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés restent en détention. À retenir alors que l'ex-chef de la junte malienne Amadou Aya Sanogo et ses co-prévenus restent derrière les barreaux. En effet, la justice a refusé leur demande de mise en liberté provisoire. Ils attendent toujours l'organisation de leur procès dans l'affaire de l'assassinat en 2013 de 21 boeres rouges retrouvés dans un charnier près de Bamako. Tous sont inculpés d'assassinat et de complicité d'assassinat. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Vous aurez à 21h votre émission C'est les Bayonnes avec Aoudiok Diagne. Émission que vous pourrez également revoir en replay sur notre site walfenet.com. Bien à vous.